Bien, alors tout de suite, je donne la parole à Henri Mollon, qui est ancien directeur de l'URSSAF, de Caisse de sécurité sociale, de Meurthe-et-Moselle notamment, et qui est actuellement le président de l'ARES. Et l'ARES, c'est quand même l'histoire de la sécurité sociale. Et on ne peut pas faire l'impasse là-dessus, d'autant que la sécurité sociale, c'est une grande inconnue. À la fois, elle est très connue et extrêmement méconnue. Donc, il va essayer de parler de cela. Je voudrais signaler à cette occasion-là le livre de Nicolas da Silva, qui vient de paraître, qui s'appelle « La bataille de la Sécu, une histoire du système de santé », qui est préfacé par Bernard Friot, qui est un universitaire longtemps nancéen, absolument remarquable, et qui montre bien les luttes qui ont existé au moment de la création de la sécurité sociale entre tout ce qui venait, on va dire, des syndicats, des mouvements sociaux et la question de l'État. Et on voit que cette question de la sécurité sociale n'est toujours pas stabilisée, elle est compliquée, certains voudraient même la détricoter, donc c'est un bien précieux. Et Henri, tu as la parole pour nous en parler. Il est quand même étonnant que lorsqu'on parle des pauvretés, je viens vous parler d'un domaine qui représente presque 600 milliards d'euros dans le budget 2024. 600 milliards, c'est quand même pas grand-chose. Si on parle d'un déficit de 1 ou 2%, on en arrive déjà à 6 ou 7 milliards. Je crois que c'est quelque chose qu'on ne trouve pas sous le chapeau d'un cheval. Mais pourquoi la sécurité sociale intervient en premier lieu dans ce système-là? La première chose, c'est qu'elle a participé, dès sa création, à la lutte de pauvreté. Et pour ça, je vais faire un bref historique. La deuxième chose, c'est que la sécurité sociale est pleine de problèmes actuellement. Et l'Est républicain de ce matin en évoque encore un autre, c'est-à-dire l'accès aux médicaments. Comment les gens peuvent-ils se soigner si les médicaments ne sont pas présents dans les pharmacies? C'est des questions d'une simplicité totale. Alors, essayons de faire un petit peu l'historique de la sécurité sociale et de voir en quoi elle a apporté des améliorations à la couverture totale. La sécurité sociale à la française est née à la fin du XIXe siècle. Elle est née dans un domaine très particulier qui est celui des accidents du travail. On s'est rendu compte dès cette époque-là que le travail pouvait être une cause de perte d'autonomie, de maladie, de blessures, et qu'il était intéressant et nécessaire de pouvoir assurer cette couverture. Les accidents du travail de 1898 continuent actuellement dans la même formule, et c'est la seule branche de la sécurité sociale qui est toujours à l'équilibre, pour une raison très simple, c'est que le total des dépenses doit être couvert par les employeurs, et les cotisations sont fonction du taux de gravité des accidents dans les entreprises. Ça, c'est la première chose qui est faite. Après, les problèmes concernant les accidents du travail, nous avons eu la première personne pour permettre aux gens d'avoir un minimum de retraite. C'est-à-dire que dès 1900, on a mis en place des retraites. Et en 1930, ces retraites ont été réservées aux salariés les moins payés, c'est-à-dire que chacun devait, avec ses propres ressources, assurer sa vie après le temps du travail. En 1932, les allocations familiales sont mises en place. C'est très important puisque ça va être un des éléments de la journée de savoir comment la famille permet d'aider à résoudre les problèmes de pauvreté et que l'éclatement des cellules familiales actuelles est souvent un critère d'accès malheureux à la pauvreté. Mais c'est en 1945, il y a bientôt 80 ans, qu'a été créée une ordonnance, le 4 octobre. C'est une sécurité sociale à la française qui a été construite à ce moment-là et qui a été mise en place dès l'origine pour couvrir les besoins des populations. C'est-à-dire que là, on est dans un système simple, on donne des moyens en allocation familiale, en indemnité journalière, en retraite, c'est-à-dire qu'on supplée
les sources de revenus par un système collectif qui s'appelle la sécurité sociale. Pour ce faire, on a établi quelque chose qui était simple, c'est-à-dire qu'on a parlé de retraite et de cotisation. Alors les cotisations, c'est un terme que j'aime beaucoup et que je ne confonds pas avec la notion de charge, parce que dès qu'on parle de charge sociale, on dit que c'est trop lourd. Mais les cotisations, c'est quelque chose d'important, parce que la cotisation, c'est du salaire différé. Lorsque l'on aura saisi le fait que l'on cotise pour avoir une retraite, que l'on cotise en maladie pour avoir des indemnités journalières et avoir des soins corrects, on est dans un système équilibré. Le financement assuré par les cotisations, dès le départ, a été complété dès 1945 par la mutualité française. C'est-à-dire qu'on s'est rendu compte que la couverture de base était insuffisante et qu'il fallait trouver un système mutualiste qui existait précédemment, c'est-à-dire qu'on n'a pas voulu la suppression des mutualités qui existaient précédemment. En 1945, nous avons eu un rejet total des agriculteurs qui ne voulaient pas de sécurité sociale. On n'a pas eu de travailleurs indépendants ni de commerçants qui n'en voulaient pas, mais on remarque que progressivement, 3 ans après, les agriculteurs ont dit quand même que ce serait pas mal d'avoir une retraite. En 1961, après quelques années, ils ont dit l'assurance maladie, c'est quand même pas mal, ça peut rapporter tout ce qui est bien dans cette affaire. Mais dès le départ, 2 choses ont été exclues de la sécurité sociale française, c'est la pauvreté et le chômage. Les Anglais, Beveridge, a prévu le chômage comme risque social et on a parallèlement aux dépenses de sécurité sociale les dépenses de l'emploi qui sont aussi à mettre en place. Mais la pauvreté a été prise en compte et on s'est rendu compte que le travail, qui était la source première de la sécurité sociale, n'était pas la seule à devoir être couverte et la notion d'assistance s'est ajoutée à la notion d'assurance. On passe d'assurance maladie, d'assurance vieillesse, d'allocation familiale. On a parlé de solidarité et on a mis en place dès 1970 l'AAH, l'API, l'allocation de parents isolés. En 1988, on a installé le RMI parce qu'on s'est rendu compte qu'il fallait assurer un revenu minimum. Surtout, là, on a changé le système et on est passé d'un circuit de cotisation à un système d'imposition. C'est-à-dire que l'impôt s'est substitué, soit un impôt local, soit un impôt national, mais l'impôt a été un moyen de financement de la sécurité sociale. Alors, il nous faut savoir que les cotisations, c'était très bien, mais on s'est rendu compte qu'il y avait tout un tas de revenus qui échappaient à la taxation. Et on a créé en 1990 la CSG. CSG qui touche tous les revenus quels qu'ils soient et qui entraîne un certain nombre de discussions. À un moment donné, certains y ont vu que c'était un impôt, que ce n'était plus quelque chose qui est attribué au travail, mais retraités, actifs, tout revenu est soumis à cette CSG. Et là, c'est un système de solidarité qui est mis en place. Pour la sécurité sociale, maintenant, elle est financée par l'impôt et la CSG, mais il y a un certain nombre de problèmes concernant les différentes branches. On parle de branche de sécurité sociale, on commence par l'assurance maladie. Et l'assurance maladie, elle a un certain nombre de problèmes actuellement que l'on connaît pas mal. C'est un problème de trouver un équilibre. Parce que les professionnels de santé se font rares sur le marché. Étant rares sur le marché, il se trouve que des applications comme le médecin traitant qui a été mis en place en 2004 ne se réalisent pas pour tous. C'est-à-dire que les généralistes qui sont les acteurs principaux de ce médecin traitant
ne sont pas assez nombreux. D'autant que ce système de santé s'accroît avec 2-3 petites choses toutes bêtes. Nous vieillissons et on s'use. Il y a un certain nombre de risques complémentaires concernant les pollutions qui entraînent des difficultés de santé complémentaires. Le réchauffement climatique n'est pas neutre et on l'a remarqué avec la canicule et la façon dont elle avait entraîné un certain nombre de difficultés. C'est-à-dire qu'on arrive à un système qui fait que les médecins sont une denrée rare. Cette denrée étant rare, elle veut être mieux payée. Surtout qu'en France, on a un autre critère important à savoir, c'est que nous sommes sous un système conventionnel avec la médecine. Étant conventionnel, ça veut dire qu'il y a une convention qui est passée entre l'assurance maladie et le corps médical. Et cette convention définit 3 secteurs. Et c'est important de savoir qu'il y a 3 secteurs d'activité. Nous avons le secteur 1, qui est le secteur conventionné de base, où la prise en charge se fait normalement et sur la base d'un tarif qui est connu. Actuellement, il va passer à 26,50, il est à 25, certains réclament 50 tout de suite, c'est-à-dire qu'on est quand même dans un schéma de pensée où la rareté fait le prix, hein. Mais ce circuit-là concerne pratiquement des généralistes. Nous avons des honoraires libres, secteur 2. Là, le médecin peut fixer le montant de ses honoraires. Il doit normalement faire un devis au patient et lui dire ce qui va lui coûter. Sachant que les honoraires libres là-dessus ont été le chemin d'entrée de la mutualité qui a été notre complément. Il n'est pas rare qu'un médecin, vous fixez son dépassement, vous demande à quelle mutuelle vous êtes pour que votre charge ne soit pas trop élevée par rapport au système actuel. C'est quand même important de savoir, sachant que la médecine libérale là-dessus a 2 critères qui nous importent. Le premier, c'est la liberté d'installation. On ne peut pas dire à un médecin « tu te mets à tel ou tel endroit ». Et on se rend compte qu'en regardant une carte de France, le pourtour de la Méditerranée est bien plus couru que la Meuse, la Haute-Marne ou certains autres petits départements. Mais comment inciter les personnes à venir? Et toutes les collectivités locales sont actuellement, vous voyez, des maisons médicales qui s'installent dans les villages. On offre le local, le secrétariat, un certain nombre d'outils autour, mais la liberté est toujours en place. On a du mal à créer la moindre contrainte pour s'installer. Sachant que la contrainte, on l'a créée pour une catégorie de personnel médical. Les infirmières ne peuvent pas s'installer où elles veulent, hein. Elles sont tenues de s'installer dans les régions en sous-effectif. Et lorsqu'elles se mettent dans une région en effectif, il faut qu'elles remplacent une infirmière déjà existante en place. C'est-à-dire que là, on a réussi à mettre en place un système qui assure une démographie mieux choisie. Quand on en arrive à ce système-là, le deuxième problème de la médecine, c'est qu'il y a la liberté de prescription. C'est-à-dire que le choix du médicament n'est pas conditionné dans la nomenclature et dans le Vidal, qui est la Bible de tous les médecins. Vous avez un certain nombre de médicaments et ces médicaments sont prescrits en bon état. Sachant que ce système médical et paramédical, on en voit les conséquences parce qu'il y a des lettres clés. Hein, on parle de handicap, mais on a l'ékinésie, l'orthophonie, l'orthoptistie, on a un certain nombre de professions comme ça qui se multiplient. La kinésithérapie, les ergothérapeutes, les psychologues maintenant qui sont considérés comme une profession paramédicale parce qu'il n'y a pas assez de psychiatres pour intervenir, on se retrouve avec un circuit assez vaste d'intervention. Si la médecine de ville va mal, ce qui va encore plus mal, c'est l'hôpital. Parce qu'on a l'hôpital public à côté et un deuxième système, on a toujours 2 systèmes, parce qu'il faut qu'on fasse plaisir à tout le monde. À côté de l'hôpital public existent des cliniques privées.
sachant que les cliniques privées emploient du personnel conventionné, souvent conventionné secteur 2, c'est-à-dire quand vous rentrez dans une clinique, vous avez un tableau des praticiens et leur secteur d'activité qui est donné, et vous avez souvent des professionnels de secteur 2 qui là-dessus. Sachant que pour l'hôpital, il y a 3 problèmes qui se posent. Le premier, c'est les effectifs hospitaliers. On a un mal fou à recruter du personnel et à faire un certain nombre de choses. La Lorraine est encore plus touchée que les autres puisqu'on a le Luxembourg qui attire beaucoup par les rémunérations qu'il fournit à nos infirmières. La deuxième chose, c'est qu'il y a des secteurs hospitaliers qui se vident complètement. On se bat pour la présence d'une maternité, on se bat pour un service de chirurgie, un service de suivi, c'est-à-dire que l'hôpital est vraiment un domaine dans lequel il est nécessaire de réfléchir et d'investir, parce que l'hôpital est devenu aussi le circuit des urgences, et les urgences, c'est le seul système qui existe quand vous êtes malade, le soir ou en week-end. Le médecin traitant ne se déplaçant peu ou plus du tout, même s'il y a des permanences qui sont assurées. Nous avons sur l'hôpital un vrai débat de société à avoir et à continuer à approfondir. Sachant que pour ce faire, il va falloir prendre quelques décisions un peu plus impératives. Je crois que la profession médicale, c'est une profession qui influence beaucoup nos politiques, quels qu'ils soient, et on a tous un médecin qui se plaint dans son cabinet auprès de ses patients des conditions qui lui sont faites. Pour lutter contre la diversification hospitalière, les cliniques, le service médical, on est en train de mettre en place quelque chose qu'on appelle la télémédecine, qui permet, sans se déplacer, d'avoir une couverture totale sur le système. Et médecine suppose un deuxième problème qui n'est pas résolu, c'est celui des transports médicaux. Si vous allez à l'ICL à Nancy, vous verrez le nombre de taxis, d'ambulances, de VSL qui y sont présents. Vous verrez qu'il y a des gens de toute la région qui passent un temps fou en transport, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de relais pour les traitements à proximité des personnes, et on se déplace dans tout le département pour accéder aux soins. Alors, vous voyez que pauvreté, sécurité sociale, quand on est pauvre et qu'on a la CMU, on ne peut pas aller au secteur 2 parce que les médecins sont obligés de vous prendre, mais ils ont toujours un bon rendez-vous ce jour-là qui ne vous permet pas d'être reçu au bon moment. Vous avez quand même un vrai problème de l'accessibilité aux soins pour les pauvres et le traitement au niveau de l'hôpital. J'exclus aujourd'hui de notre débat, parce qu'il est en plein dans la presse, l'aide médicale pour les étrangers en situation irrégulière, qui permet de soigner des gens qui sont sur notre territoire, qui sont dans des conditions sanitaires très difficiles, qui ont peut-être eu quelques maladies à côté, et on se refuse de les soigner. Je crois qu'on est là dans un égoïsme invétéré qui serait peut-être temps de mettre de côté. Ça, c'était le risque maladie. Vous voyez qu'il y a des sujets qui nous inquiètent, ils peuvent tenir notre journée complète. Je vais parler un petit peu de la vieillesse, parce que la vieillesse, on en a beaucoup parlé, il y a eu un certain nombre de manifestations, il y a un certain nombre de choses là-dessus, sachant que la vieillesse, son principe, c'était que les actifs payent pour les retraités. Qui dit actif, dit des gens avec du travail, dit des gens qui payent des cotisations et se retrouvent dans la possibilité de financer les retraites des sorties. Vieillissement de la population, c'est-à-dire qu'il y a de plus en plus de vieux, j'en suis l'exemple, en bonne santé a priori, je touche du bois, qui se retrouvent dans ce circuit-là. Et là, le problème du financement des retraites va poser une question que évoquait Jacques tout à l'heure, c'est de savoir l'attribution de revenus complémentaires pour couvrir les retraites. Parce qu'actuellement, cotisation et retraite, parce qu'il n'y a que 3 données pour calculer le risque, la durée de cotisation, l'âge de la retraite
Et on se retrouve là-dessus avec des données très simples. On multiplie, ou le montant des retraites. Parce qu'on peut se dire, on reste à 60 ans, mais on ne dépense pas plus que cette somme, c'est-à-dire qu'on se retrouvera avec une retraite d'un système différent. Surtout que la retraite du régime général, elle est plafonnée quand même à 50% du plafond de sécurité sociale, hein. C'est-à-dire que ça tourne autour de 1300, 400, 1400 € à taux plein. Le problème qui se pose à côté, c'est qu'il y a des retraites complémentaires qui, elles, ont un certain nombre de ressources. Et on avait voulu les ponctionner pour compléter le régime. Il y a eu une levée de bouclier et la mesure a été abandonnée, sachant qu'il y a aussi, deuxième chose, quand vous regardez votre télévision, vous avez un certain nombre d'organismes qui vous proposent de faire de l'épargne retraite. C'est-à-dire que ce n'est plus de la cotisation, c'est de l'épargne retraite, en vous disant qu'ils vous donnent des moyens, sachant que l'épargne retraite, c'est un investissement tout de suite pour une couverture plus tard, et le risque financier n'est pas neutre, parce que si on fait des retraites sur tel ou tel domaine, on a eu un exemple avec un conseiller de M. Mitterrand qui est mort dans son bateau et qui est parti avec le fonds de retraite qui avait été complètement mis à sec. Alors là, c'est un débat à avoir, c'est un choix, mais ça mérite d'être mesuré, sachant que pour payer une retraite complémentaire, ça suppose d'avoir des revenus. C'est-à-dire qu'on retrouve toujours le problème des inégalités qui se créent si on ne marche pas par un système de répartition. Alors là, on est quand même... Sachant que pour les retraites, il y a deux autres débats qui sont permanents. Un, celui des toutes petites retraites. Il y en a de plus en plus. La première réforme de M. le Président de la République était de se dire qu'il fallait une retraite minimale. Oui, je vais finir. Le temps m'est compté. Mais non, mais les petites retraites telles qu'elles se passent et se mettent en place, ça entraîne de savoir comment on les paye. Il y a bien le minimum vieillesse, mais je vous demande de vivre avec le minimum vieillesse, c'est pas évident, surtout quand vous n'avez pas la propriété de votre logement et que vous avez des charges sur ce logement, vous avez des questions qui se posent. Et le minimum vieillesse, ça touche des populations qui nous concernent, c'est-à-dire qu'on retrouve des familles monoparentales, on retrouve des chômeurs de longue durée, on retrouve un certain nombre de personnes qui n'ont pas pu cotiser pour se sacrifier. Et là, je vais parler 2 minutes des allocations familiales quand même, parce que là, les allocations familiales, c'est quand même le symbole le plus solidaire de la sécurité sociale. Parce que ça permet de faire vivre les familles. Les prestations sont calculées sur le nombre d'enfants. Les CAF ne sont pas simplement des versements de prestations, mais c'est aussi la création des crèches, les vacances pour les enfants. Il y a un certain nombre d'activités et de développement de centres sociaux payés par les CAF. Il y a tout un tas de choses qui accompagnent tout ça. Sachant que les CAF ont eu un deuxième rôle qui leur a été mis en place, c'est que c'est elles qui versent l'AAH et le RSA. C'est-à-dire que ce n'est pas elles qui le calculent, mais c'est elles qui le versent, et elles se posent des questions à côté. Sachant que le congé parental doit être payé également, et on doit quand même s'en sortir. Alors, pour finir cet exposé rapide, sachant que notre sécurité sociale, c'est un bien qui est collectif et qui est fondé sur la notion de solidarité. Je crois que s'il y a un mot à développer, parce qu'on avait bien dit au début de la sécurité sociale, c'est chacun selon ses moyens pour couvrir ses besoins. C'est-à-dire qu'il ne doit pas avoir ce que beaucoup de gens ont à l'esprit, d'avoir un retour. Quand on prend une assurance, on ne veut pas un accident de voiture parce qu'on a payé l'assurance. Quand on assure sa maison, on ne veut pas qu'elle brûle. La sécurité sociale, c'est la même chose. On doit être heureux de ne pas en avoir besoin pour donner au maximum aux gens qui en ont besoin.
Je crois que la notion de solidarité, c'est quelque chose d'important. Et pour ouvrir cette journée, je m'inscris là-dessus en disant « Soyons tous solidaires ». J'ai fini.